Geronimo Stilton, tome 3. Un sorbet aux mouches pour monsieur le comte. Quelle nuit cette nuit-là? Quelle nuit cette nuit-là? C'était le mois de novembre, et il régnait un froid de frélin. Bien au chaud sous mes couvertures, je lisais des histoires de fantômes en écoutant la pluie tambouriner au carreau, quand soudain, aux fenêtres, s'ouvrit toute seule. Le vent souffla le rideau comme le drap d'un fantôme. Je bondis hors de mon lit tout tremblant. Je pressai mon museau contre la vitre et je regardai au dehors. Quelle nuit cette nuit-là? C'est alors que, dring, qui pouvait bien téléphoner à une heure pareille? Je jetai un coup d'œil à ma montre, minuit moins 5. Le téléphone continue de sonner avec insistance. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Geronimo? A fait une voix très lointaine. Oui, c'est moi, je suis Geronimo Stilton, je criai. Puis il me sembla reconnaître la voix de mon cousin. C'est toi, Traquenard? Où es-tu? D'où appelles-tu? Je suis en train. Quoi? Entrant sur ici. Entrant sur ici? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Château Comte Chourizec? Viens tout de suite. Allô, Traquenard, que se passe-t-il? Réponds. À partir de pattes. J'appelai aussitôt ma sœur Théa. Traquenard vient de m'appeler, il aura des ennuis, que ça ne m'étonnerait pas. Et tu me réveilles pour si peu, dit-elle en brillant. Il appelle de loin, je crois qu'il est entrant sur ici. Elle changea brusquement de ton. Entrant sur ici? Tu as bien dit trans sur ici? Traquenard appelait de trans sur ici, mais sachant tout, il faut aller le chercher, et vite, tout de suite sur le champ. Tiens, justement, j'ai les horaires de train à partir de Passe. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment? Bredouillai-je déconcerté. Elle soupira. Ton malheureux cousin s'est enfermé dans les ennuis jusqu'au cou et tu restes les pattes croisées. Tu as vraiment le cœur de glace. Ou de pierre même, tu es égoïste, insensible, tu me déçois. Tu devrais avoir honte. Dis-je enfin. Bon, peut-être que. Alors, c'est décidé, nous partons demain à 6h30. On se retrouve à la gare. Bonne nuit. Quand le chat n'est pas là. Dès 6h, j'étais à la gare. Fin prêt, j'avais écouté la météo. Ciel bleu sur toute l'île. Mais pourquoi mon cousin était-il allé se perdre dans la région la plus froide de l'île, la plus froide et la plus mystérieuse avec toutes ces légendes sur les châteaux hantés? Tia arriva très élégant dans sa fourrure de chat synthétique, avec son bonnet à poil assorti. Ohé frérot, comment ça va? Fort mal, bogonnai-je d'un ton sombre, en pensant à les rédactions de mon journal, l'écho du rongeur. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer encore en mon absence? Tia me fit un clin d'œil. Oh, tu exagères. Je te rappelle que je suis directeur d'un grand quotidien, répondis-je. Je ne suis pas là qui va veiller à ce que l'écho des rongeurs sorte bien. Allez, la rédaction peut se passer de toi. Elle travaillera mieux même, ricana Théa, qui est l'envoyé spécial de mon journal. À propos, frérot, il faut que je te dise, tu connais la Gazette du Roi? Demanda-t-elle d'un air sournois. La Gazette du Roi, répondis-je, irrité. Quoi, ces journalistes à la noix, ces têtes de reblochons, ces rats d'égout, que leur queue soit hachée menue, que leurs dents s'affritent, qu'ils soient dévorés tout crus par des chats. Leur journal est à peine bon à emballer le poisson, et encore le poisson pourri. Ces gars-là sont prêts à tout pour obtenir un scoop. Ah, en fait, tu disais? Eh bien, tu sais que l'horreur est à la mode en ce moment. Les spectres, les fantômes, les vampires, tout ça. J'ai donc l'idée d'un scoop. Un reportage exclusif sur les châteaux de Transourissi. J'ai déjà vendu mon article, on me l'a bien payé. Très bien même, super bien. Quoi, hurlai-je? Et à qui as-tu vendu ton reportage? À la Gazette du Roi. Quoi? Tu travailles pour les concurrences maintenant? Mais non, je plaisantais. Mais ce grand reportage sur la Transourissi, tu ne pourrais pas la publier, toi? Parole de rongeur. C'est alors qu'on entendit un grincement d'un bond. Ma soeur se plaça devant moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu manigances? Rien, comme tu es méfiant. Je fis un pas à gauche, mais Théâtre m'avait déjà précédé.
Un pas à droite, mais elle me devança de nouveau. Ça suffit, qu'y a-t-il là-dedans? Théa soupira en laissant sa fourrure. Oh ça, ce n'est qu'une malle. Au même moment, la malle tressauta comme si elle était vivante, puis s'ouvrit, deux petites oreilles en surgirent. C'était Benjamin, mon neveu. Salut, tonton Jerry. Qu'est-ce que Benjamin fait là-dedans? M'écriai-je. On ne peut pas emmener un aussi petit souriceau en 30 jours ici. Je ne suis pas petit, j'ai bientôt 9 ans, glapit mon neveu. Et puis tante a dit que je lui serais utile. Elle a besoin d'un secrétaire pour faire ses commissions, pour porter ses malles. Non, non et non, jamais de la vie, il n'en est pas question. Parole de rongeur, pour une fois, vous allez faire ce que j'ai décidé. Oh, je ne m'appelle plus Geronimo Stilton. Guerre des sourisettes. 10 minutes plus tard, nous étions assis tous les trois sur la banquette d'un compartiment et le train nous emmenait au loin. Je grognais. Ma sœur, elle, était excellente d'humeur. Elle lisait à haute voix un guide touristique du Tranche-sur-Ici. Perdu dans le brouillard touristique, au sommet d'un pic inaccessible, le château de Sourisette est auréolé d'une brume de mystère. Benjamin s'était glissé sous mon manteau. Quel froid! Mais ce n'est pas grave, je suis si content de partir en voyage avec toi, oncle Géronimo, chicotait-il ravi. Je caressais effectivement ses petites oreilles. Benjamin est mon neveu préféré. Plus les heures passaient, plus le paysage s'assombrissait. Le train bondé au départ se vida lentement. Et quand on entra en gare de Sourisette, il ne restait plus que nous. Une voix rauque résonna sur le brouillard. Sourisette, gare de Sourisette, tout le monde descend. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, le château de Sourisette, demandai-je en passant. Un grand rat maigre, vêtu d'une opulence de velours gris. Il me fixa les yeux écarquillés, serra fort le collier d'ail qui partait autour du cou, et s'enfonça dans le brouillard sans dire un mot. Ma sœur haussa les épaules. Laisse-moi demander, tu ne sais pas y faire. Elle s'adressa à une paysanne. Excusez-moi, pouvez-vous nous indiquer où se trouve le château du comte Vlad van Sourisette? S'écria la paysanne. Et elle prit ses pattes à son cou en agitant un bracelet de gousse d'ail. On entra dans une boutique de souvenirs en face de la carte. Dans la vitrine, une tasse en forme de tête de mort, un plumier cercueil, des cartes postales portant la légende. Un bonjour en tranche sur ici. Le rongeur qui se tenait derrière le comptoir nous dévisageait avec curiosité. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer la route du château? Oui, du comte, oui. Van Sourisette. À ce dernier mot, il écarquilla les yeux. Il attrapa la première tresse d'ail qui lui tomba sous la patte, se le passa autour du cou et nous indiqua la porte. Malotru, glapita. C'est charmant cette manière d'accueillir les touristes. Vous pouvez vous le garder vos souvenirs. Après quoi, le commerçant baissa précipitamment son rideau de fer. Nous passâmes devant un restaurant. Soufflé à l'ail, brochet d'ail, tarte à l'ail, drôle de menu. Le patron s'avança. Désirez-vous dîner, monsieur, dame? Souffla-t-il. Non, merci, répondis-je. Pourriez-vous nous indiquer le château de Sourisette? Le patron attrapa un flacon et le vida d'une traite et en jugé par l'odeur, ce devait être du jus d'ail. Chouit, hurla-t-il en nous claquant la porte au museau. Pourquoi les habitants de Sourisette consommaient-ils autant d'ail? Je frémis. Il paraît que l'ail sert à éloigner les vampires. Qui vole dans la nuit noire? On ne voyait pas plus loin que le bout de son museau. Un brouillard grisâtre, humide, poisseux nous enveloppait la nuit. Était tombée une nuit sans lune et sans étoiles. Soudain, un éclair déchira le ciel noir. Voici le château, s'écria Benjamin. Il se dressait devant nous avec ses tourelles pointues. Ça mérite une photo, cria Théa, ravie en sortant son appareil. Au même instant, j'entendis un bruit. Une drôle de voiture à vapeur montait en jetant des bouffées de fumée. À son volant, une souris bossue, tout de noir, vêtue avec une capuche abaissée jusqu'à la pointe du museau, chantonnait sans détacher les mots les uns des autres. Qui vole sur la chauve-souris, c'est le secret des esprits. C'est le secret de ces esprits qui volent dans la nuit noire. Oh, j'ai peur, je ne veux pas savoir.
Le véhicule qui roulait à timbre ouvert était constitué d'un châssis en métal sur lequel était montée une chaudière à cuivre reliée à des tubes de tout diamètre. De temps à autre, le conducteur tirait sur une chaîne et un nuage de fumée sortait de plus gros tubes. Chaque fois, la souris toussait à son étranglé. Pour ne pas être vue et surtout pour ne pas être écrasée par ce fou du volant, nous plongeons dans les buissons épineux qui bourraient la route. Ricana le conducteur en carillonnant à toute volée. Nous poursuivîmes notre marche vers le château, mais une demi-heure plus tard, regardez là-haut, regardez! Une silhouette noire volante en ligne droite venait se découper sur le ciel embrumé. Elle avait la forme d'une chauve-souris géante et ses ailes mesuraient au moins 30 queues d'envergure. L'objet volant nous identifié semblait provenir du château ou se diriger vers le village, et il passa au-dessus de nos têtes et en une fraction de seconde s'enfonça dans un nuage. Qu'est-ce que c'était demanda Benjamin effrayé. Je ne sais pas, répondit Théa, mais j'ai eu le temps de prendre en photo, conclut-elle satisfaite. Des glaçons pleins les moustaches. Il nous fallait 3 heures pour gagner le sommet. Le château était irisé de tourelles dont les pointes se perdaient dans le brouillard. Tu as des glaçons qui pendent à tes moustaches, me dit ma sœur. Quel froid! Benjamin s'était glissé sous mon manteau et on ne voyait plus que sa queue. Nous fîmes le tour des murailles à la recherche de l'entrée. Je découvris bientôt dans le fossé un gros tuyau aux embouchures cylindriques. J'appelai mes compagnons. Par ici, je crois avoir trouvé un passage. Rapides comme des rats, nous entrâmes l'un derrière l'autre. Je reniflai. À mon avis, ce sont les égouts du château. Je regardai autour de moi. Les murs sentaient et les gouttes d'eau s'écrasaient à terre avec un bruit sourd. Et nous tenant par la patte, nous nous acheminâmes vers la sortie du tunnel qui avait fermé par une plaque de fer. Quel pain bêche! Nous débouchâmes dans la cour du château. Soudain, j'entendis carillonner. Voilà, voilà, j'arrive, maître, cria une drôle de voix nasale sans marquer de pause entre les mots. C'était le rongeur que nous avions rencontré sur la route. Oui, j'y arrive, minute. Tempêta-t-il, dévala les marches, 4 à 4. On aurait dit une boule qui rebondissait dans l'escalier. Il était petit, ou plutôt voûté, gras, ou plutôt rond. Il avait la tête enfoncée dans les épaules, comme s'il n'avait pas de cou. Il avait des yeux comme des billes, et une queue tordue pour tout arranger. Il avait une oreille déchiquetée, comme si un chat y avait laissé la marque de ses crocs. À l'autre oreille, il portait un anneau en argent. D'un bout de museau s'accrocha à la clé de la porte et le tourna dans la serrure. Bienvenue au château, maître, grommela-t-il en s'inclinant, jusqu'à ce que ses moustaches balayent le pavé. La porte s'ouvrit en grand et un individu plus étrange encore fit son entrée. Grand et maigre, le museau émacié, il portait une cape pourpre qui descendait jusqu'à terre. Ses yeux brillaient d'un éclat mélancolique. Il avait les moustaches tombantes, comme s'il n'avait pas ri depuis des siècles. Derrière lui trottait une petite souris blonde vêtue d'une cape de soie écarlate. As-tu pensé à me préparer un bain chaud? Cria-t-elle en se tournant vers le bossu. Un bain chaud? Quel bain chaud? Répondit-il. On aurait dit qu'il riait de ses moustaches. On ne m'écoute jamais dans cette maison. Si seulement j'avais une femme de chambre. On n'a jamais vu ça. Une comtesse sans femme de chambre. Se plaignait la petite souris, mais elle se dirigeait vers le grand escalier en faisant volter sa cape de soie. Théa murmura. Quel pain bêche! Coinc, coinc. Nous les suivions tous à l'intérieur du château. Le bossu nous précéda dans la salle à manger, et tout était prêt pour le dîner. Il prit une casserole de soupe et essaya de remuer avec la cuillère. Mais la soupe était si épaisse que la cuillère resta attachée au fond. Ah ça, parmi salamandres sous la cendre, cria le bossu. Il tira de toutes ses forces sur le manche. La cuillère se détacha d'un coup avec un bruit de ventouse. Et alla s'écraser contre le mur où elle resta collée. Le bossu réfléchit d'un air songeur, ricana dans ses moustaches et se hâta de servir la soupe.
Au passage, il sautilla vers un énorme conte. Il lui asséna un coup de moustache. Le comte et la comtesse étaient assis aux deux extrémités d'une interminable table. Le bossu contraint d'un bout à l'autre pour servir ses maîtres. Je notai avec effroi qu'il versait dans le verre de cristal un épais liquide rouge. Je frémis. C'est délicieux, rien n'est plus exquis, disait la comtesse. Elle essuya ses moustaches à sa serviette, y laissant des marques rouges sang. Je dus m'appuyer au mur pour ne pas défaillir. La vue du sang me fait tourner de l'œil. Il suffit même que j'entende le mot sang pour m'évanouir. Pauvre traquenard. Profitons de ce qu'ils sont à table pour explorer le château, murmurai-je. Les couloirs sombres n'étaient éclairés que par la lueur des torches. Toutes ces armures qui montaient la garde dans les salles désertes, et tous ces toiles d'araignées, partout, une couche de poussière épaisse comme les doigts recouvrait meubles et tableaux. Pauvre tonton traquenard, qu'est-ce qu'il a bien pu lui arriver, sanglotait Benjamin en chemouchant. Tiens, prenez des photos en rafale. Superbe ces toiles d'araignée. C'est un scoop au poil. Il faut que je trouve un thé. Que dirais-tu de sang en tranche-souricier? Sois gentil, ne prononce pas ce mot. Le mot sang, chuchotai-je en blêmissant. Soudain, les torches projetèrent une ombre sur le dallage. Trip Van Traken. Le fantôme d'une souris blanche jusqu'à la pointe des moustaches se matérialisa devant nous. Puis il nous fit un clin d'œil. Oui, les cousins, comment on se retrouve? Traquenard, crame-nous, tu es vivant? Vivant ou bien bien vivant, pourquoi? Je suis censé être mort? Puis il soupira en se levant un nuage de poussière blanche. J'essayai d'attraper un sac de farine sur une étagère et peu. Quand je me fus remise de mes émotions, je balbutai. Mais traquenard, et ton coup de téléphone? Nous sommes tellement inquiétés pour toi. Quel coup de téléphone? Ah oui, je faisais faire des criquets ou plutôt je mixais des moucherons, mais ça, je te l'expliquerai plus tard. Sinon, tu ne comprendras rien, donc j'éminçais une araignée géante. Non, en fait, c'était une chenille poilue, et j'ai préparé un bouillon de mouches et un coulis de puces. Quand machin est entré, je veux dire l'autre, il me dit « Traquenard, pourquoi n'as-tu pas encore mis les fourmis rouges à bouillir ?» Et moi je lui réponds « Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est prêt dans 5 minutes. La cuisine, ça me connaît. D'ailleurs, je m'y connais un tout, mais en cuisine, je suis vraiment le chef. » En toute modestie, des pizzas comme le mien, on n'en mange nulle part. Et alors, je lui ai dit une bonne pizza aux moustiques. Vous avez déjà pensé à ça? Vous avez déjà pensé à ça et non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis plus malin que vous. Et à propos, est-ce que je t'ai déjà raconté que... Stop, lui intimida Théa. Alors, secoue au téléphone. Ah oui, donc tout au téléphone? J'avais oublié sur le feu les filets de cafard que le comte aimait saignant. Ne parle pas de sang, le coupai-je. Et puis qu'est-ce que c'est que tous ces plats dégoûtants? Il glissa les pouces sous ses bretelles et s'exclama d'un ton solennel. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, j'ai une nouvelle sensationnelle à vous annoncer. Avez-vous vu à la télévision la publicité de cette agence qui tresse les arbres généalogiques? Les arbres généalogiques, repris-je. Traquenard baissa la voix. Voilà des jours, j'ai appelé l'agence et devinez ce que j'ai découvert, hein? Devinez. Je ne sais pas, soupirai-je. Et je ne suis même pas sûre d'avoir envie de savoir. Il s'avère que je descends, probablement, de la très noble famille du bon Traquant de Souricity. De Transouricie. J'aurais du sang bleu, rien que ça, conclut mon cousin. Ne prononce pas ce mot, je t'en supplie. Change de sujet, murmurai-je. Oh, ça se voit que nous ne sommes pas du même monde. Du reste, bon sang, ne peut mentir. Assez de sang, criai-je. Enfin, tu n'y es pour rien si ce n'est pas du sang nappe qui coule dans tes veines, ajouta-t-il. Je ne veux plus entendre ce mot. De toute façon, ne sommes-nous pas cousins? Si tu es noble, je le suis aussi. Ça, c'est à voir, cria Traquenard. Nous ne montons pas la tête.
Quoi qu'il en soit, j'ai voulu rechercher sur place les preuves de mes origines. Il paraît que dans ce château, il y a plusieurs siècles vivait un de mes ascenseurs. Je soupirai. Tu veux dire un de tes ascendants? Voilà, c'est ça. C'est comme tu dis, il s'appelait Tribon Tracon, précisa-t-il d'un air rêveur. Laisse-moi m'évanouir en paix. Mais comment t'es-tu débrouillé pour te faire inviter par le comte Sourisette demanda-t-il mon cousin ricana. Il n'est pas au courant de mes recherches. Je me suis fait embaucher comme cuisinier. En fait, dans 2 jours, il y a un grand bal au château. Il faut que je réfléchisse au menu. Le comte et sa nièce ont des goûts bizarres. Ils détestent l'ail, mais adorent les plats à la base d'insectes. Tant mieux pour eux. Traquenard prit un air songeur. Je vais préparer une tourte aux sangsues au sang, avec des sanguines, un compagnon et une sauce sanguinaire. Mais je te trouve bien pâle. Polo, cousin, tu devrais manger un bon beefsteak saignant. Pitié, murmurai-je en m'effaisant. Mais tu es de plus en plus pâle, Geronimo. Tu es vraiment exsangue. Ne me parle plus de sang, tu ne comprends donc pas que je ne supporte pas ça, balbutai-je. Ne te ronge pas le sang, Geronimo. Ne te fais pas de mauvais sang, ça n'en vaut pas la peine. Ris plutôt du bon coup, mets-toi une pinte de bon sang, et surtout garde ton sang-froid. Si tu ne te tais pas, je te mords les oreilles. Jusqu'au sang demanda mon cousin, complétant ma phrase. La tête me tournait. Geronimo, respire à fond, dit Théa, en me donnant une petite tape pour me ranimer. Oui, respire à fond, Geronimo, cria mon cousin en m'assénant un claque sur l'autre joue. Je chancelai. Il est en train de s'évanouir, s'écria Traquenard en me donnant une paire de baffes symétriques, une droite et une gauche. Je vais très bien, ne vous dérangez pas, laissez-moi m'évanouir en paix, s'il vous plaît. Ah, extrait là. Traquenard regarda sa montre. Il est tard, je dois me dépêcher. Le comte est très à cheval sur la ponctualité. Vlad Van Chourizet, drôle de type, remarqua-t-il, tout en photographiant les pièces qui donnaient sur le couloir. Il est tellement sympathique. Avez-vous vu sa nièce, la comtesse Estrella? Soupira mon cousin, d'un air rêveur, une patte sur le cœur. Ah, Estrella. Son prénom sonne comme une douce mélodie. Hélas, elle est déjà fiancée avec un certain Rudessus d'Anderson, un rafalo insignifiant. En fait, quel est votre programme? Vous voulez rester ou repartir? Comment cela, tu ne repars pas avec nous? On est très bien ici. Rien ne vaut de belles vacances entre un jour ici. Tu plaisantes? C'est un endroit qui donne la chair de poule. Protège mon cousin ricana. C'est génial ici. C'est gai. Tout en parlant ainsi, il s'était adossé à une bibliothèque, la cloison tournant sur elle-même et mon cousin disparut. Traquenard, crièrent-nous, mais personne ne répondit. C'est sûrement un passage secret, dis-je au même moment. On entendit des pas. Vite, cachons-nous. Nous applaudîmes derrière un meuble. Il était temps. Le comte et la comtesse s'avançaient dans le couloir sombre, précédés du bossu qui brandissait chandelier d'argent. Il faut un majordome et un valet pour le bal demain soir. Et moi, j'ai besoin d'une femme de chambre. Qu'en pensez-vous, mon oncle? Chuchotait la petite comtesse. Le comte ne répondit pas. Il marchait d'un air sombre, enveloppé en sa cape jusqu'au bout du museau. C'est bientôt l'aube, répondit-elle en bâillant. Je vous souhaite une bonne nuit, mon oncle. Et elle referma la porte de sa chambre derrière elle. John sourisait, et le bossu disparut au bout du couloir. J'ai une idée, dit Benjamin. Il cherche un majordome, un valet et une femme de chambre. Bravo, petit, couinai-je en lui caressant les oreilles. On va se faire embaucher. Quoi? Je suis venu ici pour repartir un scoop, pas pour repriser les petits culottes de cette mijurette, protesta-t-il, mais en vain. Une cape de soie écarlate. Nous sortis du château par les égouts, et le lendemain soir, à 8 heures, nous nous présentâmes à la porte. Nous frappa le bossu nous ouvrit. Qu'est-ce que vous voulez? Bredouilla-t-il d'une voix nasale. Je m'efforçai de prendre un ton professionnel. Auriez-vous besoin de domestiques? Le nain rit de ses moustaches et entr'ouvrit la porte. Je vais demander à la comtesse. Attendez ici dans l'entrée.
Quelques secondes plus tard, j'entendis brusquement, je me retournai. La comtesse était déjà là. Comment a-t-elle fait pour arriver aussi vite chuchota Théa perplexe. Estrella nous examina d'un œil critique, mais son inspection parut la satisfaire. Vous deux allez passer la livrée à la lingerie. Toi, suis-moi. Tu vas repasser mon manteau, recoudre l'ourlet de ma cape de soie écarlate, friser et poudrer ma parure et astiquer les boucles de mes escarpins de soie et tu auras 1000 choses à faire avant le bal. Elle fit un geste dédaigneux et Théa se dirigea vers sa chambre. Ma chère me foudroya du regard. Je fus comme si de rien n'était et emboîtai le pas au bossu qui ricanait dans ses moustaches. Douze coups. Le bossu indiqua une armoire. Vous trouverez, vous les livrets là-dedans. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-moi. Bien, monsieur, quel est votre nom? Il faut pas chaud ce soir, qu'en est-il? C'est bien vrai, il ne fait vraiment pas chaud. Comment vous appelez-vous juste? Il fait pas chaud ce soir, il fait pas chaud ce soir. Je poursuis. Certes, il fait pas assez chaud, il fait assez froid, mais comment vous appelez-vous, je vous prie? Il fait pas chaud ce soir, c'est mon nom, il fait pas chaud ce soir, répéta-t-il en dépignant exaspéré. Benjamin fut le premier à comprendre. D'accord, monsieur, il fait pas chaud ce soir. Nous allons passer notre livret et nous mettre au travail sans tarder. Le bossu sautilla jusqu'à la porte. Devons-nous enlever les toiles d'araignée demandai-je. On ne touche pas aux toiles d'araignée, s'écria-t-il follement. Elles sont du XVIIIe siècle. Nous ne faisons pas la poussière non plus. Non, c'est la poussière assez monumentariste. Alors peut-être devons-nous astiquer l'argenterie? Le bossu bonté horrifié. Astiquer, surtout pas. Je vous couperai les pattes si vous y risquez. Mais dans ce cas, que devons-nous faire? Descendez aux cuisines et aidez le nouveau chef. Puis il s'éloigna en caressant du regard les toiles d'araignée qui pendaient de plafond et en murmurant dans ses moustaches frais. Les vendages, je les laisserai arrêter à temps. C'est alors qu'une horloge sonna les heures. J'avais compté 12 coups. Minuit, c'est l'heure des fantômes, murmura Benjamin en me prenant la patte. Rouge cerise ou rouge fraise? Nous longeons les couloirs déserts. Soudain, j'entendis un bourdonnement qui provenait du donjon. On dirait le bruit d'un moteur, dis-je en appuyant l'oreille sur le banc qui conduisait la tour. Le bruit augmenta, puis diminua, peu à peu et finit par s'éteindre. À ce moment, on distingua une voix qui sortait d'une pièce donnant sur le couloir. Je reconnus la voix de la comtesse Estrella. Tu as fini de repasser ma robe? Pas encore. Attention, attention, tu vas la brûler. J'entendis Théa soupirer, mais la comtesse reprit. Tu vas brosser mon pelage, doucement, tu tires mes boucles. Un peu de délicatesse, bon sang. Je fais tomber mon mouchoir, ramasse-le. Un silence suivit. Bien, maintenant tu vas me mettre du vernis à l'ongle rouge, puis tu me friseras les moustaches et tu les poudreras avec de la poudre dorée. Je l'entendais soupirer. Quelle cape vais-je mettre? La rouge cerise, la rouge fraise ou la rouge tomate? Qu'en penses-tu? Oh, de toute façon, je m'en moque, c'est moi qui décide. Alors la comtesse s'écria excédée. Quoi? Tu n'as toujours pas mis dans un vase les 34 douzaines de roses rouges que m'a envoyé mon fiancé, le comte Nazutus van Derneuzen? Puis elle soupira. Ah, Nazutus, le pauvre, il est bien gentil, mais si ennuyeux. Enfin, je l'entendais crier. Arrête, ne touche pas, n'enlève pas ma cale, je me débrouillerai toute seule.
Je perçus des pas. Quelqu'un sortit et referma la porte. C'était ma sœur. Alors, tu as découvert quelque chose, chutai-je. Il y a quelque chose d'étrange. Elle se fait servir pour tout, mais elle ne veut pas que je l'aide à se déshabiller. Elle ne quitte jamais cette cape qui lui arrive aux pattes. Va savoir ce qu'elle cache dessous. J'ai remarqué une chose. Je la retrouve toujours derrière moi. Elle se déplace à toute vitesse sans bruit. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment insupportable, conclut ma sœur la fâchée. Oui, mais elle est très jolie, dis-je timidement. En effet, elle est vraiment jolie, répéta Benjamin. Eh bon, je ne vois vraiment pas ce que vous lui trouvez. Elle a un gros nez. Elle a des yeux ravissantes, reprit Benjamin d'un air songeur. Théa le foudroya. Pourquoi ne vas-tu pas lui mettre son vernis à ongles dans ce cas? À propos, elle a des ongles acérés comme des griffes. Si elle te caresse le museau, elle te taillade jusqu'au sang. Je t'en prie, pas ce mot, dis-je en frissonnant. Quel mot? Sang? Demanda ma sœur bien forte. Ma parole, tu le fais exprès, m'écriai-je à mon tour. Benjamin me tira par une patte. Tenez, voilà la chambre du comte, la porte est ouverte. La porte rouge. On entre, murmura Théa en sortant son appareil photo de la poche de son tablier. Elle prit une photo panoramique du couloir où étaient accrochés des portraits d'ancêtres, puis un gros plan de la porte tapissée de velours rouge. Tu ne devais pas repasser la robe de la comtesse, Théa ricana. Je lui repasserai volontiers les oreilles à celle-là. Dès qu'on aura retrouvé Traquenard, je lui réglerai son compte. Nous en trouvé la porte. Les murs de la chambre étaient tendus de velours rouge. Rouge était tapis sur le sol et un rouge était peint le plafond. Nous approchâmes de lit à baldaquin orné de teinture de satin rouge. Mais il n'y avait pas de matelas. Un étrange crochet en fer était fixé au mur. Un dentier flottait dans un verre d'eau. Le comte Vlave avait des canines drôlement pointues. Puis je m'aperçus qu'une coupe de cristal était posée sur la table du chevet remplie d'un liquide rouge du sang. Je m'évanouis. Regardez là. Un voile noir descendit sur mes yeux. Combien de temps restai-je évanoui? Je ne sais. Je fus réveillé par des nouveaux bruits provenant du donjon. Puis le silence revint. Théa jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'est l'aube. Voilà le bossu, chuchota Benjamin qui était resté dans le couloir. Celui-ci arriva en sautant, se frottant les pattes avec satisfaction. Tout est presque pour les invités. Théa répondit à notre nom à tous. Tout est prêt. Le bossu étouffa un bâillement. Bien alors, dans ce cas, je peux aller me coucher. Demain, il faut se lever tôt, à 4 heures de l'après-midi. Les heures s'écoulèrent. Si les 3 étranges habitants du château dormaient, nous n'avions pas sommeil. Traînant les pattes abattues, nous longeons le couloir. Théa murmurait. Savoir où est Traquenard. Quand je pense que nous l'avions retrouvé. C'est Benjamin qui l'aperçut le premier, la tache rouge. Regardez là, balbutia-t-il. Il désignait une flaque qui s'élargissait à vue d'œil dans le couloir. Le liquide s'écoulait par-dessous une porte close. Par la serrure filtrait un rayon de lumière. On nous approcha sur la pointe des pattes. Chut, doucement souffla Théa. Soudain, la porte s'ouvrit sur un spectacle épouvantable. Au centre de la pièce se tenait Traquenard, couvert de sang de la tête aux pattes. Les taches rouges s'élargissaient autour de lui sur le dallage. Traquenard marmonnai-je. Il agita la patte en éclaboussant tout le liquide rouge. Vous n'êtes donc pas parti? Vous avez bien fait. Ce soir, menu de gala. Puis il se retourna et nous en sifflotant, sortit du four une casserole fumante. Je regardais autour de moi. Nous étions dans la cuisine du château. Des poulets de piranha. Ça va, Traquenard? Demanda Théa. Ça va mal, très mal. Je suis en retard sur tout mon programme, soupira mon cousin. J'ai encore les chenilles à éplucher, les sangsues à rôtir, les puces à faire frire. Heureusement que vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider. Mais qu'est-il arrivé? Oh, je me suis renversé dessus une grosse boîte de tomates en conserve. Mais ce n'est pas grave, j'en ai d'autres dans la garde-manger. Bon, voyons voir. Geronimo, tu peux plonger le filet de requin dans l'eau bouillante et faire frire les boulettes de piranha. Attention aux piranhas, il en reste peut-être quelques-uns vivants.
Gare au doigt. Je l'interrompis angoissé. Traquenard, heureusement que nous t'avons retrouvé. Sais-tu ce que nous avons découvert? Ce bon sourisette, dont des gens très bizarres, ils dorment le jour et sont éveillés la nuit. D'ailleurs, on ne comprend pas comment ils font pour dormir, parce que leurs lits n'ont pas de matelas, dis-je en frissonnant. Et puis il y a une énorme chauve-souris qui sort de la nuit. Tiens, poursuivi. C'est vrai, Traquenard, il faut partir vite, tant qu'il est encore temps. Traquenard continue à cuisiner comme si de rien n'était. Bizarre? Vous dites que ces trois-là sont bizarres. Mais nous sommes tous bizarres en ce monde. Prenez Jean Minot. Vous le trouvez pas bizarre? Vous le trouvez normal, vous? Ricana-t-il. Bon, si l'on pensait aux choses sérieuses. Qui se dévoue pour aller attraper quelques guêpes? Je dois préparer un coulis. Un coulis de guêpes? Demandai-je effrayé. Tu peux faire une croix dessus. Mais pour une fois, tu as raison. Les guêpes sont trop banales. Un sorbet aux mouches serait plus raffiné, servi qu'avec une rondelle de champignons. Je suis sûre qu'on trouve de beaux petits champignons à la cave, près du tas de charbon. Le secret du noble rat. Il se dirigea vers l'escalier en colimaçon qui conduisait au souterrain du château. La petite porte de bois se referma derrière lui. Ça suffit, on s'en va, dis-je en prenant Benjamin par la patte. D'accord, on s'en va, répéta ma sœur en écho. De toute façon, j'ai assez de fausceaux pour mon reportage, conclut-elle en pesant son appareil. J'en prends juste une dernière de la cheminée avec la marmite de cuivre au gros plan. Mais soudain, quick! Un hurlement terrifiant nourrissa le poil. Je courus vers la porte du souterrain et l'ouvris. Traquenard, que se passe-t-il? Mon cousin remonta les marches en courant, couvert de chouilles de la pointe des oreilles à la pointe de la queue. Je l'ai, s'écria-t-il à ses moustaches, vibrées d'excitation. Il improvisa une guide sur la dernière marche en brandissant un coffret de bois, frappait des initiales BDB. Je l'ai trouvé par hasard, il était dans la cave, c'est un sac de charbon, regardez. Ce sont les initiales de Brie Bonbroken. Ému, il ouvrait le coffret et en sortit une miniature qui représentait une souris potelée au museau rusé et aux moustaches frisées. En effet, il y avait une vague ressemblance avec mon cousin. Traquenard fouilla dans le coffret. Un parchemin, s'exclama-t-il en le déroulant. Écoutez ça. Il s'éclaircit la voix et déclama d'un ton solennel. Un an 18e, 10e, 6e, 5e de l'ère du rat, sur les terres de Grand-Duché de Souris-Terry, sous le règne du très excellent, très noble et très magnifique Grand-Duc Renaud de Chabichou, il est conféré le titre de noble rat. Traquenard s'interrompit. Noble rat, dommage, je m'attendais à mieux, un titre de baron, de comte, de duc. Il reprit sa lecture. Il est conféré le titre de noble rat à Trip von Traken, connu sous le nom de Grand-Duché. Traquenard était en comble de l'émotion. Vous avez entendu dans tout le Grand-Duché? Trip von Traken, pour son art délicat. Traquenard s'arrêta un instant pour soupirer, heureux, puis poursuivit sa lecture. Il est donc conféré le titre de noble rat à Trip von Traken pour son talent supérieur de... Je vis Traquenard pâlir, blêmir, chanceler. Eh bien, continue. Lis la suite, incitâmes-nous. Mon cousin roula le parchemin, s'assit sur la marche et échangea la sueur qui coulait de ses moustaches. Tu ne lis pas la suite? Ça devenait intéressant. Pourquoi est-il devenu noble rat? Demanda ma sœur en photographiant le blason en grand blanc. Traquenard rangea le document dans le coffret. Rien, je vous lirai ça plus tard. Alors qui met la table? Tel loucha vers le parchemin. À l'aide de nous, qu'est-ce qui est écrit, Traquenard? Traquenard serra le coffret contre lui.
Bas les pattes, patouche. Théa fut plus rapide et lui subtilisa. Fais voir, après tout, tes ancêtres sont aussi les miens, cria-t-elle. Puis elle lut à voix haute. Pour ses mérites de décorateur de peau de chambre. Traquenard éclata en sanglots en tournant son museau vers le mur. Quelle déception! Prouvez-moi que vous ne le direz à personne. Théa essaya de le consoler. Après tout, Trip Dundrocken était vraiment noble. Traquenard sanglota encore plus désespéré. Peut-être, mais à qui vais-je bien pouvoir raconter cela? Vous imaginez ce qu'y diraient mes amis de Souricia? Les carrosses arrivent. Sur cet entrefait, la porte de la cuisine s'ouvrit et le bossu entra en sautillant. Les premiers invités arrivent. Il se mit à la fenêtre et observa un carrosse qui montait vers le château. Quel malotru, ça n'est fait pas d'arriver en avance à un bal, cria-t-il en courant à la porte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait demandai-je à Traquenard, essuyant ses larmes. Allez, je vais prendre mon courage à deux pattes et servir à table. S'il vous plaît, restez pour m'aider jusqu'à la fin du bal. Après, nous partirons tous ensemble. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Théa, Benjamin et moi nous soupira. D'accord, cousin, nous restons. Mais dès que le bal est fini, on part. Promis? Parole de rongeur, couina Traquenard. Au même moment, j'entendis une voix féminine crier. Marabout, où est passée ma robe de chambre? Ma femme de chambre. C'était la comtesse Estrella. Théa se hâta d'aller la rejoindre. Le museau renfrogné, tandis que Benjamin et moi nous dirigions vers le salon. La porte s'ouvrit, le bossu s'exclama à tue-tête. Le marquis de Sang-Sucré, la baronne de Vol-Plané. Cependant, d'autres carrosses pénétraient dans la cour du château. Les roues grinçaient sur les pavés disons. Le bossu jusqu'oscillait, annonçant l'un après l'autre des invités de plus en plus illustres. Le grand-duc d'Aile d'Argent, le prince d'Envol Biscornu, le comte de Piquet-Crassé, le baron de Globule Rouge, le marquis Chertolplasme, le comte Nedjutus Vandermeusen. Les invités, vêtus de capes de soie qui leur descendaient jusqu'aux pattes, glissaient majestueux dans le salon où les accueillait le comte d'un sourisette, toujours impassible. Mon héros. Soudain, tous les invités se tournèrent vers l'escalier de marbre qui menait à l'étage. En haut de marbre, enveloppé dans un nuage de tulle rougi, venait de paraître la comtesse Estrella. J'entendais un soupir et me retournai. C'était Traquenard qui a apporté une marmite de soupe au piranha. Mon cousin n'avait Dieu que pour elle, la comtesse. Estrella descendit la première marche d'un air lui, laissant entrevoir une gracieuse cheville, coquette. Elle sourit et lança un baiser à ses admirateurs. Traquenard murmura. Quelle classe, quel charme! Estrella descendit une autre marche. C'est alors qu'elle glissa. Elle resta un instant en équilibre au sommet de l'escalier avant de commencer à rouler vers le bas. Pendant une fraction de seconde, une grimace de satisfaction passa sur le museau de Théa. Traquenard laissa tomber sa marmite et j'eus l'occasion de prendre un bain de pâte dans la soupe au piranha bouillante. Ah, hurlai-je. Mon cousin bondit en avant, plus rapide qu'un rugbyman. Hop, 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 cria Traquenard en montant l'escalier 4 à 4. Nedjutus Vandermeusen, lui influencé d'Estrella et d'autres jeunes aristocrates, tentèrent de le suivre. Mais mon cousin les avait tous devancés. Il bondit les pattes et attrapa Estrella au vol. La comtesse le regarda éblouie. Mon héros. Traquenard se fit modeste. Ce n'est rien, rien du tout. Une broutille, le train-train quotidien. Je fais bien pire, enfin bien mieux. Je m'aperçus que le pauvre Nedjutus s'était réfugié dans un coin et le regardait d'un air mélancolique. Mais qui est-ce donc? Les aristocrates commentaient l'épisode à voix basse, jaloux du succès de Traquenard, qui était retourné à la cuisine en jubilant. Je leur ai fait mordre la poussière à tous ces noux bleus, puis il se remit à cuisiner, découpant un petit morceau de fromage avec un énorme hachoir. Zac, 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 zac. On entendit alors la comtesse Estrella roucouler. Ouvrir le bal, cher ami? Je regrette, mais j'ouvrirai le bal en dansant avec le héros qui m'a sauvé la vie. D'un même geste, Traquenard se débarrassa de son tablier de sa taque de cuisiner et fit voler au loin son torchon.
Puis il s'inclina jusqu'à balayer le sol de ses moustaches. Comtesse, vous me voyez honorée. Les deux danseurs tournaient tandis que le violon jouait une valse romantique. Mon cousin murmurait Dieu sait quoi à l'oreille d'Estrella, qui riait d'un air charmant. Cependant, les rumeurs allaient bon train. Mais qui est-ce donc? C'est un champion de rugby? Non, c'est un agent secret. Non, c'est un noble déchu. Non, c'est le cuisinier du château. Tiens, fulminé, cette chipie. Les hommes sont d'une telle naïveté. Benjamin lui regardait avec admiration le couple qui virevoltait sur la piste de danse. Oncle Traquenard danse rudement bien la valse. Je freignais dans l'indifférence, mais je dois l'avouer, j'ai envié mon cousin. J'aurais bien aimé être à sa place. Pizza aux fourmis rouges. Je comptais 12 coups minuit. Je humais l'air. Pouh, quelle puanteur! Une fumée noire sortait de la cuisine. J'ai adressé des signes frénétiques à mon cousin. Il comprit aussitôt, fit une profonde révérence, baissa la patte d'Estrella et disparut en un éclair. Mais où est-il parti? Pourquoi s'était enfui comme ce rongeur et mystérieux qu'encanaient les invités intrigués? Les violonistes recommencèrent à jouer, tandis que les convives commençaient avec animation le piquant événement de la soirée. Je me précipitai à la cuisine. Traquenard avait ouvert la porte du four. Une fumée noirâtre en échappait. La soupe au piranha a fini par terre à cause de Geronimo. Qu'une-t-il? La tourte aux sangsues a brûlé. C'est la faute de Geronimo qui ne m'a pas prévenu à temps. Et le dessert aussi raté. Je devais être un sorbet aux mouches, mais celles-ci se sont envolées. Bien entendu, c'est la faute de Geronimo, dit-il pour finir en désignant une petite cage vide. J'étais rouge de colère. Tu racontes n'importe quoi. Je n'y suis pour rien. Pourquoi veux-tu toujours que ce soit ma faute? Théa tenta de nous apaiser. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Va-t-on dire aux 347 invités que ce soir au dîner, ils n'auront que leurs ongles à ronger? Chicota Traquenard. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qu'il reste en cuisine, c'est de la sauce tomate. Puis il observa distraitement une totonnette qui portait l'inscription farine et une amphore pleine d'huile d'olive. Une seconde, de la sauce tomate, de la farine, de l'huile d'olive. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de la pizza. Il manque de la mozzarella, tonton, remarqua Benjamin. On s'en passera, mon neveu. Je vais improviser. Faites chauffer le four. On va les épater. Le fond était déjà brûlant. Il nous enfourna. On lui a tant record des piles de pizza, tandis que Traquenard, en sifflotant joyeusement, faisait voler les boules de pâte en l'air, tel un jongleur. J'allais contrôler la situation dans la salle de bal. Les invités avaient l'air affamés d'une souris qui a dansé pendant des heures et qui a l'estomac dans les talons. Assis autour de la table, ils tambourinaient nerveusement sur la nappe, jetant des regards pleins d'espoir en direction du couloir qui menait à la cuisine. Je m'inclinai cérémonieusement devant le comte Vlad. Le dîner va être servi. Au même moment, la porte s'ouvrit et un chariot croulant sous les pizzas fit son entrée. Les invités se léchèrent les moustaches. Pizza aux fourmis rouges, pizza aux vers de terre piquants, annonçait Benjamin. Des pizzas? Je n'en avais encore jamais mangé, mais c'est exquis. Tel était le commentaire qui fusait de toutes parts. Mais qui a eu cette idée? Qui les a préparés? Demandaient-ils tous. La blague qui marche toujours. Tout en servant les pizzas, je tendis l'oreille. Il me sembla entendre dans le lointain une pulsation rythmée, entraînant à la fois bruit et musique. Cela venait de la cuisine. De nombreux invités s'étaient tués, comme moi, écoutaient cette étrange mélodie. J'ai longé le couloir, curieux de connaître l'origine de ce bruit, et poussé la porte de cuisine. Traquenard, debout sur l'évier, tapait avec une louche sur une batterie de casseroles et brodissait des bourborines en ouvrant et refermant avec sa queue.
Le robinet sur un tempo de rock. De son côté, Benjamin martelait la poubelle en métal avec un balai et une grosse fourchette. Tous les invités se retrouvèrent dans les vastes cuisines du château et se mirent à danser. Au bout d'une demi-heure, Traquenard arrêta de jouer. Continue, dit-il à Benjamin, pendant que Théa prenait photo sur photo. Le comte Vlad était le seul à ne pas danser et à ne pas s'amuser. Sombre comme à son habitude, il regardait d'un air mélancolique ses invités qui faisaient la fête. Traquenard et Cana. Je vais le mettre de bonne humeur. J'ai toute une provision de plaisanteries irrésistibles en particulière. Les blagues qui marchent toujours. Il s'approcha du comte Vlad Sourisette et murmura. Connaissez-vous la dernière blague sur les chauves-souris? Un silence de mort tomba soudain dans la cuisine. Tous les invités fixèrent Traquenard menaçant. Il chuchota sa plaisanterie à l'oreille du comte pendant un moment. Il me parut interminable. Vlad Sourisette resta d'abord impassible, quelques secondes, puis ses moustaches frémissaient et émit des drôles de gargouillis, comme s'il se gargarissait. Enfin, il se roula par terre en roulant de rire en se tenant le ventre à deux pattes. Les invités l'observaient ébahis, puis éclatèrent de rire sous le regard triomphant de Traquenard. Je vous l'avais bien dit, elle marche toujours. La revanche de Nedjutu van der Negen. La comtesse, très agitée, se frayait un chemin parmi les invités. Où est-il? Où est-il? chuchotait-elle. Elle aperçut mon cousin. Je vous retrouve enfin. Mais que faites-vous aux cuisines? Aussitôt, Traquenard lâcha sa louche et courut vers Estrella. Comtesse, comtesse, cria-t-il en s'agenouillant devant elle pour lui faire une baisse patte sous ce tablier. Mon cœur se consume d'amour pour vous. Elle battit des cils avec coquetterie, puis tous deux s'isolèrent dans un coin de la cuisine, où ils se susurrent de tendres promesses. J'admire la noblesse de vos sentiments. Hélas, ces sentiments, ils sont tout ce qu'il y a de noble en moi, murmura mon cousin, car je n'ai ni château, ni terre, ni titre nobiliaire à vous offrir. Mais sachez que mon cœur, lui, est tout à vous, et pour toujours. Elle fondait à vue d'œil. Ah, Traquenard, que m'importe vous n'êtes point noble, c'est votre caractère qui est attachant. Vous êtes un rongeur et nul autre. Créjutus van der Negen, le fiancé officiel d'Estrella, se racla la gorge et fit un timide pas en avant, comme pour rappeler qu'il existait lui aussi. La comtesse frémit de ne pas le voir. Traquenard avait les yeux brillants d'émotion. Comtesse, puis-je vous appeler Estrella? Puis-je espérer? Il serait-il permis de demander votre pacte? Un sourire de bonheur illumina le visage de la comtesse, et dans un élan de joie, elle ouvrit sa cape pour l'embrasser. Deux immenses ailes noires se déployèrent alors. Ah! Hurla mon cousin. Il blêmit, s'évanouit, je me précipitai pour le réanimer. Lorsque Traquenard revint à lui, il murmura. Quel cauchemar! J'ai rêvé qu'une chauve-souris. Puis il vit la comtesse, hurla de nouveau, se cacha derrière moi. La comtesse fondit en larmes et se jeta à ses pattes. Mon bien-aimé, ne m'abandonnez point, je vous en conjure. Mais il fut inébranlable. Tout s'éclaire maintenant. Vous appartenez à une famille de rongeurs ailés. C'est pour cela que vous raffolez les insectes. Elle pleurait désespérée. Mais qu'y a-t-il de mal à aimer le coulis de moustiques et les sangsues au sang? Mon cousin repartait à la charge implacable. Justement, c'est le sang, comtesse. Vous en buvez des litres, dit-il, désignant une carafe remplie de liquide rouge. Elle s'embarqua. Mais que me parlez-vous de sang? C'est du jus de tomate. Sur ça aussi, vous trouvez à redire? Il secoua la tête. Nous sommes trop différents. Vous dormez le jour et sortez la nuit. Si ça se trouve, vous dormez même avec la tête en bas. La comtesse se vexa. C'est excellent pour la circulation. Rien à faire, ma chérie, je regrette, mais il vaut mieux en rester là. Vous êtes peut-être noble, mais je ne fréquente pas les rongeurs nocturnes, balbutia Traquenard. Estrella se drapa dans sa cape et sanglotant se dirigeant vers la porte. Créjutus van der Negen la rattrapa et se jeta à ses pattes en baissant l'ourlet de sa cape. Mon adoré, mon petit moustique,
Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu es unique, je t'aime, tel que tu es, murmura-t-il avec passion. Ils déployèrent leurs ailes et s'éloignaient dans le couloir, tendrement, l'un contre l'autre. Le dernier mystère. Les invités s'étaient aperçus de rien et continuaient à danser. Certains avaient déployé leurs ailes et voletaient de ci de là sur un rythme de rock. Tout était clair à présent. Le sang n'était que du jus de tomate, le crochet était utilisé pour les chauves-souris, pour dormir la tête en bas, et les maîtres de maison étaient friands d'insectes, parce que telle est la nourriture des pispitruels. Mais l'ail, rien de plus simple, le comte était allergique à l'ail. Il restait un mystère à éclaircir. Ce bruit étrange qu'on entendit près du donjon, justement, venait de retentir une fois de plus. Je me précipitai vers la porte de la tour. J'aperçus le bossu qui ajustait une vieille paire de lunettes de pilote, tout en montant l'escalier, 4 à 4, puis il sautilla vers un énorme avion noir dont les ailes semblaient à celles de chauve-souris. Van Surizet l'entendit au bord et riait encore en mettant un casque d'aviateur en cuir. Le bossu se retourna et me salua en jetant la patte. « Notre avion vous plaît? Nous l'avons construit parce que le comte a des rhumatismes et n'arrive plus à voler, » cria-t-il dans le vent. Puis l'avion décolla. L'histoire la plus triste que je connaisse. L'aurore approchait. Le soleil allait bientôt se lever. Je redescendis l'escalier et traversai la salle du bal. Partout traînaient des verres avec des traces de jus de tomate, des restes de pizza grignotés, des vases de fleurs renversés. Les invités commençaient à partir, mais nous en trouvons un qui dormait déjà, suspendu la tête en bas dans une armoire. Ça va être un reportage au poil. Les photos du bal sont phénoménales, s'exclama Théa, ravie en prenant encore quelques clichés. Le prochain train part à 7 heures, dis-je en regardant ma montre. Dommage, je commençais à m'attacher à ce château, à sa poussière et ses toiles d'araignée, vieilles de plusieurs siècles, soupira Benjamin. Nous longeâmes la galerie du château. Au moment où nous arrivons devant la porte tendue de velours rouge, nous entendîmes des éclats de rire. Nous ouvrîmes la porte et découvrirent le comte Van Surizek, qui riait tout seul effondré dans un fauteuil. Nous voulions vous saluer avant de partir, dis-je, mais je m'aperçus que le comte était incapable de me répondre. Il n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Qu'est-ce qu'on fait, traquenard? Murmurai-je inquiet. La blague que tu l'as racontée fait encore de l'effet. T'en supplie, arrête-le. Traquenard réfléchit un moment, puis répondit d'un air professionnel. J'ai déjà vu des cas semblables. Sur certains sujets, la blague qui marche toujours a des effets dévastateurs. Je sais quoi faire. Il s'approcha du comte pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Pendant un moment qui me parut interminable, Van Surizek arrêta de rire et se mit à pleurer à chaudes larmes. Qu'as-tu fait? Que lui as-tu dit? Demanda-nous, intrigué à mon cousin. Il glissa les pouces sous ses bretelles. Je lui ai raconté l'histoire la plus triste que je connaisse. Ça ne rate jamais. Il va pleurer une demi-heure, puis ça lui passera. Nous descendîmes les marches précédées du bossu. Après avoir franchi la porte, nous engageâmes sur le chantier. Je me retournai pour une dernière au revoir. Sur le seuil, le bossu agitait un grand mouchoir. Il ricana dans ses moustaches et cria, en détachant bien les mots cette fois-ci, « Au revoir, revenez vite, ce fut un réel plaisir de faire votre connaissance. » Je restai bouche bée. « Quoi? Quoi? Mais alors, pourquoi vous en croyez aux oreilles, vous aussi? » demandai-je à mes compagnons. Ils ne m'entendirent pas, ils étaient déjà loin devant. Je me retournai de nouveau vers le bossu pour obtenir des explications, mais il avait disparu dans le brouillard transsouristique. Prochain arrêt, Souricia. Le voyage de retour à Souricia nous parut plus long qu'à l'aller. Théa, euphorique, dictait au mégatophone son article sur le château transsourisant. Traquenard était singulièrement silencieux,
tandis que Benjamin, épuisé par toutes ses émotions, dormait sur mes genoux, blotti dans mon écharpe. Je regardais par la fenêtre. Que c'est bon de rentrer chez soi. Avant quelques années, c'est promis. Plus de voyage. L'arbre généaloïde, enfin à la maison, anéanti, je me glissais sous les couvertures. Mais à minuit, je me réveillais en sursaut. Quelqu'un sonnait à la porte. J'ai enfilé ma robe de chambre et allé ouvrir en traînant des pattes. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez à une heure pareille? Je suis la voix de la conscience, me répondit une voix lugubre. Un fantôme? Un fantôme de Transourésie? Je pris mon courage à deux pattes et regardai par Judas. C'était Traquenard qui me faisait farce. Tu voulais me faire peur, ricana-t-il. C'est réussi, soupirai-je en ouvrant la porte. Tu connais la nouvelle? L'agent s'était trompé, je ne descends pas de Van Draken, mais probablement de moustache, de moustachou et de risette de sans souci. Regarde, j'ai le truc là, mon arbre généaloïde. Pas généaloïde, généalogique, soupirai-je. Mon ancêtre, dit Traquenard, est un fameux explorateur. Il a parcouru en tous sens le désert du Sahara. C'est là que je vais maintenant. En fait, comme mes ancêtres sont aussi tes ancêtres, je t'ai fait envoyer la facture pour le chemin. Là, la plante, enfin l'arbre. Ici, on partait ensemble. Comme ça, on partagerait les dépenses du voyage. Le prochain train part dans une demi-heure. Je lui claquai la porte en musant, criant « Hors de ma vue !» De retour au bureau. Le lendemain matin, je me rendis au bureau, coup de téléphone, fax, email. J'avais l'impression de m'être absenté un mois, pas seulement quelques jours. À un moment, ma sœur entra comme une tornade. « Regarde-moi ça !» s'écria-t-elle, jetant une poignée de photos sur mon bureau. On voit le château, les escaliers, les cours, les armures, les toiles d'araignée, mais pas de traces des invités. Ces vilains museaux, j'aimerais savoir comment ils se sont débrouillés pour ne pas être sur les photos. J'ai examiné les photos une à une avec une loupe. En effet, reconnus-je, pas de traces du bossu, du comte, de la comtesse ou des invités. On dirait que le château est à l'abandon. Je vais devoir renoncer à mon reportage sur la Transourésie et ses vampires, marmonna-t-elle. Je souris dans mes moustaches. Peut-être les légendes ont-elles raison. Les châteaux de Transourésie sont hantés par des fantômes, m'esclavage. Quoi qu'il en soit, fantôme ou pas fantôme, pas de scoop pour notre journal. Mais, en compassion, nous avons retrouvé Traquenard. Ma sœur changea de ton. Elle appuya les coudes sur le bureau et murmura. À propos de Traquenard, je ne t'ai jamais parlé du Sahara? Sahara. Le Sahara, c'est quoi cette histoire de Sahara? Eh bien, j'ai discuté avec Traquenard hier soir. Il m'a donné une idée. Un reportage exclusif sur le secret des oasis sahariennes, avec une interview du chef de Souark, le mystérieux rat bleu. Je vois déjà le titre. Souara. Quoi? D'abord, tu m'emmènes en Transourésie, la région la plus froide de l'île, où le brouillard le plus épais de la cancouillotte, tellement qu'on peut le tartiner sur du pain. Et maintenant, tu me proposes de voyager au Souara, la région la plus chaude de l'île, où il fait 50 degrés à l'ombre toute l'année, et tu peux faire cuire un œuf sur le crâne d'une souris, où l'on trouve des scorpions géants longs comme la queue d'un rat. Ma sœur haussa les épaules. Oh, tu en fais des histoires. Si tu ne viens pas, je proposerai le reportage à la Gazette des rats. Tu as 5 minutes pour te décider, conclut-elle en sortant du bureau. Une fois seule, je réfléchis 5 minutes. Ma sœur avait du flair, ça, je ne pouvais pas le nier. Je voyais déjà le titre sur toutes les lunes de L'écho du rongeur.